je suis très, très honoré d'avoir Pierre Morgat pour la 20e édition. Merci à Pierre d'avoir accepté cette invitation. Alors, Pierre, il a un CV long comme le bras, les amis. Vous irez voir, mais c'est très, très inspirant. Entre ses occupations, enfin, il a beaucoup œuvré dans la formation, notamment à l'ESSEC, mais pas que. Aujourd'hui, il est professeur vacataire à l'ISTEC et il va nous parler de la VE dans l'immobilier. Alors, on va tout de suite te donner la parole, mon cher Pierre. Qui es-tu, Pierre? Comment te présenterais-tu, toi? Je te remercie d'abord de m'avoir invité à participer en qualité de professeur vacataire à l'ISTEC. Donc moi, je suis avant tout spécialiste de la relation client. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, un peu comme Obélix avec la potion magique, et j'ai commis un certain nombre de bouquins assez tôt, dès 1996, dont un qui est d'un érotisme torride, qui s'appelle Audit et gestion stratégique de l'information. Tu vois que c'est tout un programme. À pas mettre en toutes les mains, on est bien d'accord. Voilà, sauf en cas d'insomnie. Plus sérieusement, j'en ai commis d'autres qui sont assez utiles et intemporels, notamment sur fidéliser vos clients ou optimiser votre conquête client. C'est bien prétentieux tout ça, mais ça fait quand même 100% du chiffre d'affaires d'une entreprise, conquérir puis fidéliser. Et puis dernièrement, à l'aube de la cinquantaine, j'ai été pris d'une frénésie académique puisque j'ai fait 3 ans de thèse pour arriver à avoir ma thèse de doctorat à Paris 2 Panthéon-Assas sur le ROI des communautés digitales. Voilà. Mais tu l'as dit tout à l'heure, ma spécialité, c'est surtout au quotidien la formation des cadres et dirigeants, d'où le sujet du jour sur la VE. Sachant que je suis pas un expert de l'immobilier, même si pendant 5 ans, je me suis occupé de la partie congrès du salon de la copropriété. Et je crois que j'ai commis un article ou un chapitre dans l'excellent bouquin d'Olivier Parent, le créateur du salon Rent, là. Hervé Parent, oui, excuse-moi. Sur le marketing de l'immobilier, ça devait être sur l'importance du relationnel dans la visite. Voilà. Donc, mais je suis pas un expert de l'immobilier au sens strict du terme. Super. Voilà un peu les trucs que je fabrique rapidement. Bon, c'est très sympa d'avoir donné ces éléments en introduction, très très judicieux aussi. Et je ne pouvais pas commencer cette émission sans parler de Nathalie Chapouville qui nous rejoint pour tout ce qui concerne les questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat, vous devez avoir accès au chat normalement et vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez aussi, dans la deuxième partie de l'émission, dans 27 minutes exactement, on aura la libre antenne pour répondre à toutes les questions. Pas trop d'administratif, s'il vous plaît, pour notre ami Pierre, mais tout le reste, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est comment se réinventer avec la VE, je pense qu'il pourra nous répondre sans aucun souci. Alors, on commence tout de suite avec peut-être ce qu'on voudrait savoir, mais pourquoi la VE dans l'immobilier, à quoi ça correspond et pourquoi c'est utile dans l'immobilier? Quand on est praticien et qu'on a une expertise dans un métier et qu'on n'a peut-être pas eu le temps de faire beaucoup d'études en formation initiale, mais il est légitime de se poser la question, est-ce qu'on ne doit pas transformer cette expérience en un titre ou en un diplôme pour justement que ce soit une forme de reconnaissance du point de vue de l'académie notamment, et puis aussi pour des raisons professionnelles, pour gagner un petit peu mieux sa vie ou se repositionner. Bref, il y a un moment dans sa vie où si on n'a pas un bac plus 5 ou un bac plus 8 en formation initiale, il est légitime, quand on a une belle expérience professionnelle, de la valoriser. Voilà, c'est tout simple. Alors moi, j'aime bien le terme de VAE parce qu'il est explicite, mais je me dis toujours, est-ce qu'on peut pas écrire ça avec un I comme VIE, parce que ça correspond aussi à un moment de vie où les gens ont envie de se réinventer, d'être légitimes par rapport à leur activité, par rapport à leur environnement professionnel, par rapport à leurs collègues, et tout ça parce que ils ont appris des choses sans passer forcément par une case école ou grande école, voilà. Donc la VE, ça sert à ça sert à se repositionner sur le marché de l'emploi. Donc, tiens, tu affiches cette slide qui est on a un schéma sans vouloir te couper, Pierre. On a un schéma qui
voilà, une organisation systémique. Est-ce que tu peux nous la détailler, un petit peu expliciter comment ça fonctionne? C'est ce que j'ai commencé à dire. Tout d'abord, celui qui souhaite avoir une promotion professionnelle qui n'a pas forcément un niveau de formation initiale très élevé, eh ben, il peut très bien se dire, ben voilà, moi je vais faire une VAE parce que j'ai une expérience et je veux formaliser cette expérience et qu'elle soit reconnue officiellement. Ben, ça, c'est le premier point, la promotion. Et puis aussi, on peut avoir des responsabilités accrues. On peut se voir confier un département dans une entreprise ou un lancement de produits ou de services ou la création d'une agence pour nos agents immobiliers ou la reprise de plusieurs agences, etc. Donc, quand on prend des responsabilités, il faut aussi prendre du recul, il faut aussi avoir des acquis managériaux et c'est là que la VAE va permettre non seulement de capitaliser sur une expérience passée, mais aussi de s'inscrire dans une gestion de projet. On verra que c'est important quand on est coaché et accompagné dans le cadre de la VE, c'est ce qu'on fait à l'ISTEC. On a aussi une acquisition de savoir et pas seulement la capitalisation sur l'existence et l'expérience passée. Très important ça. On ne gère pas que le passé dans une VE, mais aussi le présent et l'avenir. Évolution de carrière, oui. Comme à l'ISTEC, qui est une excellente école de commerce qui est en forte croissance actuellement, elle est autour de la 25e place. Et je tiens quand même à dire, l'ISTEC, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas aussi, gros pourvoyeur de formation au sein du réseau Barnes. Donc, il y a aussi vraiment une compétence assez pointue dans la transmission. Ce n'est pas uniquement de la théorie, c'est au quotidien. Tu nous donneras peut-être des chiffres tout à l'heure, mais je crois que vous êtes très engagé à ce niveau-là, Pierre. Notamment sur la VE dans l'immobilier, exactement. Donc, c'est tout à fait notre sujet. Donc, l'évolution de carrière. Et puis, on voit aussi beaucoup de gens dans l'immobilier qui, c'est un peu comme les divorces dans la vie personnelle, hein, qui se séparent d'un associé. L'associé avait les bons diplômes qui vont bien pour diriger une agence, par exemple. Et là, on a besoin d'une VAE pour reprendre une activité ou créer une activité. Donc là, c'est un sujet qui est assez récurrent dans la vie de bon nombre de personnes qui ont besoin de se développer et puis d'entreprendre. Hein. C'est aussi un sujet d'entreprise. Capitaliser sur son expérience, je l'ai dit, donc je ne reviens pas là-dessus. Revaloriser son salaire aussi, puisque dans certaines, notamment les grandes entreprises, en fonction du niveau de diplôme que vous avez, votre salaire va évoluer. Voilà. Donc ça, je ne vous l'apprends pas. Et puis enfin, on n'est pas toujours dans une période extrêmement rose, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On a vu l'impact des taux de crédit et du DPE sur le marché de l'immobilier, sur la construction. C'est assez drastique, pour pas dire violent. Et certains ont besoin de conserver leur emploi et c'est plus facile quand votre expérience est reconnue et sanctionnée, dans le bon sens du terme, par un diplôme. Voilà. Je pense qu'avec ça, on a fait le tour. Ça fait beaucoup de cas de figure. Vous voyez, donc la VAE, c'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose qui se pose dans la vie de bon nombre de personnes. Et ça correspond concrètement, Pierre, si je peux me permettre. Voilà, est-ce que dans un système LMND, hein, donc licence, master, doctorat, on ne va pas aller jusque-là, mais au moins sur les deux premiers, LM, on va dire, comment ça s'implique dans l'écosystème de la formation et qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce à quoi on aura droit en sortie aussi, les cartes S, G et T, s'il te plaît? Voilà. Alors, on va y venir justement. Ça s'adresse aux gens qui veulent faire un saut jusqu'au niveau Bac+3 ou Bac+5 et ça dépend aussi de ce qu'ils ont fait avant. Donc, en gros, Bac+3, Bac+5, ça va de pair avec des projets d'acquisition de cartes professionnelles, hein, que ce soit pour les métiers de syndic de copropriété. Alors, on peut penser à tous nos amis qui sont à l'UNIS notamment ou à la FNAIM, de gestion locative. Ça marche aussi pour la carte T et ceux qui sont en agents immobiliers qui font de la transaction. Donc, en gros, les trois principaux métiers de l'immobilier, donc le syndic, la gestion locative et la transaction. Et donc, soit on a un niveau initial qui nous permet de viser le niveau Bac+3, soit on a déjà un Bac+3 et on vise le niveau Bac+5. Bon, ce qui est un petit peu plus rare, évidemment, il y a plus de gens qui sont dans le premier cas de figure, c'est-à-dire la VE leur permet d'atteindre
le niveau Bac+3. Voilà, c'est le plus grand nombre, il est là, ce qui est un petit peu logique. Parce que dans les chiffres au niveau national, chaque année j'ai peur de dire des bêtises, donc je ne m'engagerai pas sur des chiffres, mais il y en a pas mal sur les sites officiels du gouvernement. Mais voilà, donc il y a beaucoup plus de gens qui sont concernés par effectivement le fait de pouvoir prétendre à un niveau Bac+3 avec une VE qu'avec un Bac+5. Qui peut commencer à proposer son projet là? Qu'est-ce qui est éligible en fait? Si on regarde le site du gouvernement, il faut avoir 1 an d'expérience professionnelle. Bon, ça c'est un peu une vue de l'esprit quand même. À l'ISTEC notamment, on demande au moins 5 ans d'expérience professionnelle pour que les gens puissent s'inscrire dans une validation de l'expérience professionnelle pour atteindre un niveau Bac+3. Déjà pas mal, 5 ans. Et puis ceux qui sont plus ambitieux et puis qui ont le niveau de formation initiale qui va bien, donc qui visent un niveau Bac+5, eux, il faut qu'ils aient au moins 10 ans d'expérience professionnelle. Donc, tu vois bien que c'est pas en claquant des doigts, il y a encore tout un parcours qu'on va détailler ensuite, qui fait qu'il y a du boulot pour faire reconnaître son expérience et la transformer en diplôme. Voilà, je veux dire une grosse bêtise. Oui, d'accord. Je veux dire une grosse bêtise, Pierre, peut-être. Prenons un cas de figure où un candidat n'a pas le bac pour une raison indéterminée, peut-être qu'il n'a pas étudié en France, ou enfin pour plein de raisons. Qu'est-ce qui se passe? Là, je pense que ça marche pas. En tout cas, du point de vue de l'ISTEC, on demande un niveau bac plus 5 ans d'expérience professionnelle et bac. Un niveau bac, donc il ne faut pas forcément l'avoir. Si, il faut le bac. Faut le bac, faut le papier, d'accord. Alors, il me semble que dans les slides qui suivent, j'ai cité une source qui est vae.gouv.fr, où là, il y a des critères qui paraissent un petit peu plus ouverts, mais ça dépend aussi dans quelle école on va faire sa VE. Il faut choisir aussi une école qui est le partenaire qui accompagne les gens dans la VE. Et moi, je pense que c'est bien d'être un petit peu exigeant au niveau de l'éligibilité des dossiers qu'on va transformer pour une VE. Voilà. Okay, d'accord. Ça crée plus de crédibilité aussi, pas seulement pour l'école, mais pour les candidats. Donc ça, c'est un schéma qui résume assez bien ce parcours, qui est un parcours du combattant, mais ça prouve bien que c'est pas ça en claquant les doigts. Il y a quelqu'un qui a du son derrière. Est-ce que vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît, parce que ça va perturber la conférence. Merci. Merci Olivier. Je crois que ça continue. Mais... tout d'abord, la première chose à faire, c'est définir un projet et cibler une certification. Donc, on l'a vu, avec un certain niveau de formation initiale, on peut viser un Bac+3 et un niveau supérieur et une expérience d'au moins 10 ans, on peut viser un Bac+5. Donc déjà, il faut être au clair sur ce qu'on vise. Ensuite, il y a tout un dossier à monter, ce qu'on appelle le dossier de recevabilité. C'est pareil à l'ISTEC, voilà, où il y a pas mal d'informations d'ailleurs sur le site du gouvernement qui est plutôt bien fait. Troisième étape, on a un livret à préparer, on a un rendez-vous à préparer pour présenter sa démarche et il faut un peu légitimer sa démarche, dire pourquoi on le fait. Voilà, donc, et c'est bien si les gens s'inscrivent dans un projet de vie et sont pas là uniquement obnubilés par une promotion, avoir des responsabilités supplémentaires ou une hausse de salaire. C'est pas que ça, la VE. C'est un projet de validation, certes, d'une expérience, mais c'est aussi une formation, c'est aussi un accompagnement qui est fait par l'école, en l'occurrence, là, c'est l'ISTEC. Donc, il y a aussi du boulot. Et ce qui est bien, c'est que certaines personnes ont passé des années en poste à acquérir une expérience sans jamais prendre du recul et formaliser leur savoir-faire. Là, ils sont obligés de le faire. C'est un grand changement culturel et ça permet, en formalisant votre expérience, de structurer la pensée des candidats. Et puis, ça permet aussi d'ancrer les savoirs. Si vous écrivez ce que vous avez fait, alors moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les compagnons du devoir. C'est un autre secteur, un fils aîné qui est compagnon du devoir. La pratique ne se suffit pas à elle-même. Il y a aussi le fait de formaliser, d'écrire, d'avoir du recul par rapport à une pratique dans l'immobilier.
ça fait du bien. Voilà. Donc après, Donc n'hésitez pas, si vous voulez créer votre chef-d'œuvre, hein, comme chez les compagnons, bah, vous pouvez poser votre candidature et regarder ce que vous pouvez faire en termes de VAE. Moi, j'ai une petite question quand même pour comprendre. Est-ce que c'est la VAE à l'ISTEC, elle est en présentiel, elle est en distanciel? Comment ça fonctionne? alors, il y a les deux, mais il y a déjà la préparation du dossier. Ensuite, il y a un accompagnement managérial qui permet à la personne, en fait, de préparer un projet. D'accord. C'est pas scolaire, en fait, puisqu'on est sur une expérience professionnelle. Donc, c'est des compétences acquises et pratiquées au quotidien. Ce que nous, écoles de commerce, on apporte, c'est la capacité que les gens aient à la fois une vision opérationnelle, ce qu'ils ont au quotidien depuis des années, mais aussi une vision stratégique. Donc, la vision d'avion, pour simplifier, qui correspond à un niveau stratégique, qui va compléter une vision opérationnelle qui est sur le terrain, quoi. Et ça, c'est en fait une approche managériale, ce que je suis en train de te décrire. Tu vois. Très, le manager, il a la double vision. Ça veut dire qu'il est capable de prendre de la hauteur par rapport à une problématique managériale, mais aussi d'être opérationnel. Donc, on voit bien par ce schéma qui est un petit peu plus simple que le précédent que, je vise quel diplôme, avec quelle école je veux travailler aussi, parce que le choix de l'école qui est très important. Donc, vaut mieux prendre une école comme celle que je représente qui a une spécialisation dans la VAE, dans les métiers de l'immobilier, que des non-spécialistes, évidemment. Envoyer le dossier, il y a l'étape de la recevabilité, donc ce qui est crucial. Et puis après, on vous fait plancher sur une sorte de projet professionnel qui, d'une part, va résumer votre expérience, mais va permettre aux candidats de s'inscrire dans le futur. C'est un peu, si je devais paraphraser Miles Davis, le fameux « so what », à quoi ça sert, hein? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais… C'est une bonne référence, Miles. Voilà. Oui, on est content, on est content. On a pu le mettre en fond de musical parce que c'est voilà, c'est une très très belle pointure, voilà. Donc, mais le so what, hein, c'est-à-dire aller un peu plus loin quoi que le bout de son nez. Alors moi aussi j'ai fait des études doctorales de l'autre côté de l'Atlantique, mais le so what, il arrivait très très régulièrement de challenger un peu l'ordre établi. Et je pense que c'est ça aussi ce que permet une formation VAE, d'après ce que je comprends. C'est vraiment, voilà, vous bousculez un petit peu, mais aussi vous réinventez quelque part. Donc ça, ça va être avec les profs. Il y a un tuteur. Comment ça fonctionne? Il y a un tuteur qui encadre. Il y a un tuteur, il y a des formations. Alors, idéalement en présentiel, mais il y a aussi un accompagnement à distance. Et ça permet de s'inscrire dans une gestion de projet, en fait. C'est pas aussi exigeant qu'un business plan si on fait un executive MBA, hein, loin s'en faut. Mais c'est quel projet je veux construire grâce à ma VE. Voilà. Et s'inscrire dans une réalité managériale. Par exemple, on peut accompagner des gens qui ont une vocation à ouvrir une agence ou à reprendre une activité. Voilà. Par les temps qui courent, il y en a beaucoup qui créent leur propre business. Ouais, c'est intéressant. Donc, tu l'as dit avec le So What, Miles Davis, c'est en fait très pertinent au sens où il y a beaucoup de gens qui veulent donner du sens à leur vie. La VE est un moyen de donner du sens à sa vie, pas seulement professionnel, parce que ça rejaillit aussi sur l'estime de soi et bon nombre de choses dans l'environnement professionnel et familial, et ça donne du sens, parce qu'on construit un projet, et surtout on prend le temps du recul et de la construction. Donc les gars qui sont le nez sur le guidon toute la journée, qui ont une vraie compétence métier, ils vont acquérir une compétence managériale supplémentaire. Alors, on a un autre schéma pour nous indiquer les bénéfices attendus. Alors, ça, c'est le jeune docteur que je suis, parce que j'ai eu mon doctorat en 2017, donc malgré mon grand âge. Ah, bravo. Bah, dis donc, il faut fêter ça, c'est encore bon, là. Ouais, 7 ans, c'est tout nouveau. Ouais, 7 ans. C'est en fait ce qu'on appelle la modélisation des bénéfices. Si on me demande, mais ça rapporte quoi, ça sert à quoi la VE, il y a un peu de tout là-dessus. Ça permet de formaliser un savoir, je crois que je l'ai évoqué. Hein, voilà. J'écris ce que je sais faire. Donc, c'est un peu comme le grand œuvre de nos amis Compagnons du devoir. C'est une forme d'aboutissement.
Ça permet d'ancrer des connaissances aussi, et pas seulement des connaissances passées, parce qu'on a des compétences acquises, mais des compétences nouvelles grâce à l'accompagnement de l'école qui va expliquer comment faire de la gestion de projet, comment acquérir une posture managériale. Voilà, donc toutes ces notions de… C'est quoi une posture managériale, Pierre? C'est quoi une posture managériale? Il Je vais faire l'avocat du diable et jouer à l'idiot, mais je trouve que c'est détaille-le, s'il te plaît. Tu fais bien. Il y a plusieurs niveaux. La posture managériale, c'est déjà savoir prendre une décision. Donc, pour prendre une décision, il faut avoir des critères d'évaluation d'une situation et il faut savoir aller chercher l'information. Quand on est praticien d'un métier et qu'on le pratique bien, mais qu'on n'a pas fait justement cet effort de formation initiale pour avoir un master, un bac+5, des choses comme ça, on n'a pas forcément les réflexes managériaux qui consistent à avoir une stratégie de recherche dans l'information pour prendre la bonne décision. Donc, cette posture managériale-là, elle est inclue dans l'accompagnement et la gestion de projet professionnel via la VE. C'est vachement important, ça. Donc, ça permet de prendre du recul et de savoir construire un projet. Et puis, ça, c'est le savoir-faire, mais il y a aussi le savoir-être. Puisque quelqu'un qui va passer de bac+3 à bac+5, par exemple, on peut imaginer qu'il ait plus de responsabilités et qu'il se retrouve avec une équipe à diriger. À partir du moment où il a une équipe à diriger, il a une responsabilité managériale. Et ça, c'est pas forcément inné chez tout le monde. Même d'ailleurs pour ceux qui ont un bac+5 ou un bac+8. Je pense qu'on en a vu quelques-uns tous dans notre vie. Donc ça, c'est nouveau pour certains et la VE va permettre de prendre le temps, non seulement de formaliser son savoir, mais d'acquérir des compétences managériales qui sont absolument nécessaires pour ces nouvelles missions ou créer un business. Ouais. J'ai été clair là-dessus? Oui, c'est très clair. Je pense que c'est… Alors, c'est l'intérêt de travailler quand même avec quelqu'un qui est… Vous avez vu, il est érudit, notre invité. Il est plutôt fin lettré. Il est surtout académicien, j'allais dire hors pair. Mais ce qui est important, c'est le savoir-être, mais c'est aussi le faire savoir. Et avec ces schémas, je pense que c'est très limpide. Et je voulais vraiment remercier Pierre d'avoir pris le temps de faire ça. On voit bien comment ça s'articule, on voit bien comment ça fonctionne. Donc, voilà, pour nous, c'est assez cette vision stratégique, opérationnelle. On voit bien comment elle se décline au quotidien. Donc, ça, c'est super utile. Mais les fameux Key Success Factors, hein, si voilà, Michael Porter vous parle, c'est un bouquin, c'est presque mon livre de chevet. Moi, je gère une équipe et il y a peu de jours où je me réfère pas à Michael Porter. Ben, ils sont là, les facteurs clés de succès. Alors, est-ce que tu peux nous les détailler, s'il te plaît Déjà, faut pas se tromper de projet. Alors, il est clair que si vous arrivez à l'ISTEC avec un projet de VAE et que vous visez le bac+5 alors que vous êtes à peine éligible pour le bac+3, on va vous le dire tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc là, l'école, elle aide et elle accompagne le candidat dès le début pour pas qu'il se trompe dans son choix. Du discernement, d'accord. Oui, ça, bon, parce que c'est aussi un univers nouveau. Hein, les grandes écoles, pour certains qui ont un niveau bac et une belle expérience professionnelle, c'est une découverte. Hein, voilà, faut admettre ça. C'est pas comme ceux qui ont choisi de faire une prépa à la sortie du bac et puis qui ensuite ont fait les concours aux grandes écoles. Ils connaissent parfaitement l'univers des grandes écoles. C'est un peu un monde extraterrestre pour ceux qui connaissent. Donc, il faut qu'on les accueille, qu'on leur explique comment ça fonctionne et que toutes les étapes soient clairement explicitées. Ensuite, il y a un deuxième point, parce que même si c'est pas un truc insurmontable, ça demande du boulot, ça demande du temps. Et par conséquent, la notion d'engagement qu'on retrouve partout en ce moment et qui n'est pas une vaine notion, c'est fondamental. Il faut savoir s'engager pendant quelques mois pour faire le travail qui consiste, à formaliser l'expérience, et 2, à s'inscrire dans un projet d'avenir où il y a l'accompagnement et le tutorat de l'école qui compte pour beaucoup. Donc, il faut être motivé, en fait. Si tu n'es pas motivé, tu ne fais pas de VE. Moi, si demain je veux m'inscrire, là, je pourrais avoir pour tuteur Pierre Morgat. C'est possible, ça?
Alors, il y en a qui sont bien plus pertinents que moi. Je pense notamment à M. Boquet à l'ISTEC. Mais sur certains sujets, oui, bien sûr. Sur D'accord, la relation client, qui est ma spécialité, ou le d'accord, digital. super. Alors, la formation en elle-même, on y vient, c'est le sujet, c'est central. Hein. Si c'est juste pour apprendre à faire un mémoire sur ce que vous avez fait ces 10 ou 15 dernières années, bon, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'on donne des perspectives d'avenir aux personnes qui s'inscrivent dans ce processus de VE. C'est un processus, c'est une construction, il y a des étapes. Donc, c'est beaucoup plus une logique de Lego où il y a un tuteur qui va aider les gens à construire leur projet qu'un simple mémoire qui serait en fait la synthèse de ce que vous avez fait les dernières années. C'est pas ça. D'accord. Donc, la qualité de l'accompagnement, ça compte beaucoup. Pas que la quantité, hein, mais aussi la qualité. Et Ouais. donc, il faut qu'on aide les gens à formaliser un savoir, à s'inscrire dans l'avenir et donc à avoir une posture managériale, ce que je disais tout à l'heure. C'est pas inné, donc c'est ça que sert notamment une école de commerce comme l'ISTEC. C'est un rôle important. Le tutorat, c'est quelque chose. Et puis, il y a deux autres facteurs qu'il ne faut pas oublier. Un, si vous avez le soutien de votre entreprise, c'est quand même vachement mieux parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, un petit peu de disponibilité aussi, peut-être du temps qui sera pris aussi à l'entreprise, même si c'est pas énorme. Et puis, un soutien de l'entourage et de la famille. Alors moi, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de coaching, de projets, notamment pour des exécutifs MBA, qui étaient des programmes assez lourds de 18 à 24 mois, où là, les gars, ils travaillaient 7 jours sur 7 pendant les vacances, etc. C'est pas aussi intense, faut pas exagérer, mais c'est bien si votre famille vous accompagne, vous soutient dans cette démarche de VE, parce que ça permet aussi euh, d'avancer plus facilement, plus sereinement. Voilà. Donc, je dis, ça demande de l'énergie, de la motivation. Donc, si vous avez tous ces facteurs clés de succès qui sont réunis, c'est quand même plus facile. Les impacts sur l'employabilité, comment L'impact tu sur vois ça, toi? rentabilité, c'est assez fondamental. Ça légitime votre parcours professionnel. Sauf que si vous ne faites pas de VAE, vous savez ce que vous avez fait, mais à la limite, les autres sont moins au courant. Donc, vous avez intérêt à avoir cette reconnaissance officielle. Ça permet de développer de nouvelles compétences. C'est pas seulement sur ce qu'on a fait dans le passé, mais c'est la gestion du projet et l'accompagnement par l'école qui permet de développer de nouvelles compétences. On a un positionnement professionnel niveau bac plus 3 ou bac plus 5. Donc, c'est une vraie reconnaissance. En termes de confiance en soi, il n'y a pas photo. Un gars avec ou sans VAE, c'est pas le même. Voilà. Donc, vous avez réussi ce parcours, il y a de quoi être fier. Voilà. Il y a un impact sur l'estime de soi, c'est pas rien. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, le mot recherche de sens, c'est vachement important. Pourquoi on fait ça? C'est pas que pour avoir un salaire supérieur, un meilleur poste, etc. Ça donne du sens à la vie des gens. C'est pour ça que je me suis amusé à faire une comparaison entre VAE et VIE, hein, VIE comme la vie. Encore une fois, posture managériale, ça c'est lié à la qualité de l'accompagnement de l'école. Hein. C'est pas inné, ça se fait pas en intraveineuse. Et puis la reconnaissance des pairs. Alors, c'est pas forcément un critère premier pour tout le monde, mais c'est quand même agréable de voir qu'on a un niveau bac plus 3 ou bac plus 5 reconnu grâce à cette démarche, à ce travail, à ce projet de VE. Donc oui, ça a énormément d'impact sur l'employabilité et par les temps qui courent, ça devrait être beaucoup plus courant. Voilà. On avait un parfait timing. Au bout d'une demi-heure, on a balayé les différents process qui pourraient vous mener à être intéressé ou pour vous, pour des gens que vous connaissez, à candidater. Et maintenant, on va ouvrir la deuxième session et on va prendre toutes vos questions. Alors, est-ce que du côté de Nathalie, tu as déjà des questions, Nathalie, qui sont arrivées? Oui, oui, bonsoir à tout le monde. J'ai effectivement Guillaume qui souhaiterait savoir si 3 années d'expérience sont suffisantes pour une personne qui est en agent IMO, mais en entreprise individuelle, pour l'obtention de la carte T. Alors, le niveau initial de cette personne, Guillaume, on va lui demander de parler.
On va lui demander de parler. C'est Guillaume. Exprime-toi, Guillaume. Tu peux prendre la parole. Attends, je te vois pas. Guillaume, il est là. Guillaume, je te fais monter sur scène. À toi. N'hésite pas. Tu peux ouvrir ton micro, Guillaume. N'hésite pas à ouvrir ton micro. Je vois que ce n'est pas encore le cas. Alors, en attendant, je réponds. En ce qui concerne l'ISTEC, si je ne dis pas de bêtises, pour une validation de l'expérience professionnelle à Bac+3, il faut au moins 5 ans d'expérience professionnelle. Voilà. Donc, c'est le minimum. Et si c'est un Bac+5 qui est visé, là, c'est 10 ans. Tu entends, Guillaume? Excusez-moi, je pense qu'il voulait souligner surtout le fait qu'il était en entreprise individuelle et non pas avoir un statut salarial. Je ne sais pas si ça pose problème. À partir du moment où c'est une entreprise, il y a une existence qui peut être reconnue. Hein. Donc, s'il vide son activité, c'est une activité professionnelle. Par contre, il faut 5 ans. Ouais. C'est le minimum pour le niveau Bac+3. Merci. J'ai une autre question de Sylvain qui, lui, est gérant d'une agence. Sylvain a la carte T, mais il souhaiterait savoir si, avec son master, donc il a bien un master, il peut accéder à une VAE et prétendre à la carte S et G. Alors, ça, il faudrait voir les gens qui, chez nous, s'occupent de ça, parce que c'est un cas de figure assez particulier, puisqu'il a déjà un niveau de master. Donc, on ne peut pas lui proposer de faire plus que le Bac+5 avec la VAE. Hein. Ou alors, il faudrait qu'il fasse un doctorat, un Bac+8. Donc là, je pense qu'il faudrait qu'on prenne ses coordonnées et que je le mette en rapport avec la personne qui, chez nous, s'occupe des dossiers d'admissibilité, parce que c'est une colle que ce monsieur me pose. Je ne sais pas. A priori, je pense que oui, puisqu'il a déjà un Bac+5. Tu veux Bonjour. apporter une précision, Sylvain? Vas-y, à toi, tu as la parole. Alors, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Tu peux mettre ta caméra, s'il te plaît? Merci. La caméra, Oui, s'il te plaît. mettre en. Alors, où est-ce que je mets ça? Parce que vous me voyez pas là? On ne voit pas, c'est exactement ça. On voit un joli écran noir. Donc, je dirais que désolé. voir Sylvain, ça pourrait être sympa. Audio. Il y a peut-être un bouton cache dessus, ce qui arrive souvent. Ouais, alors là, je sais pas. J'ai pas de solution, là, je suis désolé. Vous m'entendez déjà? Oui, on t'écoute, vas-y. Bon, donc moi, j'ai la carte T. Mon problème a commencé quand j'ai voulu ouvrir une autre structure avec un associé avec une autre SARL et la préfecture m'a dit, ben non, écoutez, monsieur Bidot, votre carte T, elle a été délivrée par la préfecture à l'époque. Aujourd'hui, c'est pas reconnu. Donc, vous l'avez, vous pouvez exploiter, mais par contre, vous ne pouvez pas ouvrir d'autres structures. Alors ça, c'est problématique. J'ai passé un master à l'université de Nantes. Manque de peau, il n'est pas reconnu par la RNCP. Donc, du coup, j'ai mon master 1, mais je ne peux pas valider ma carte de transaction sur une autre structure. Et puis, vu que j'ai jamais fait de salariat, j'ai toujours été gérant d'entreprise, et ben, je réponds à aucun critère. Donc, du coup, j'ai ma carte T, je suis content, mais je peux rien faire d'autre. Ni gestion, ni syndic, ni ouvrir une autre structure. Donc, j'ai besoin d'une VAE qui va pouvoir me valider, comme ma fille en droit, là, avec sa licence, la T, la G, et puis la S, quoi. À vous écouter, vous avez bien plus de 5 ans d'expérience professionnelle. Ah oui, oui. Alors, déjà, c'est un critère majeur. Ensuite, oui, j'ai 49 ans, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Banque, assurance, immobilier. Donc, je suis gérant depuis 2010. Oui, bon. A priori, je ne peux pas vous le jurer, mais a priori, vous êtes pile poil dans la cible. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre vos coordonnées. Je vais mettre en rapport avec la personne qui fait ça au quotidien. Encore une fois, Olivier l'a dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas très doué avec tout ce qui est administratif, mais à vue de nez, on dirait que vous êtes tout à fait éligible, loin s'en faut. Donc, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est que vous regardiez de près le dossier. Mais c'est vrai que vous additionnez des exceptions qui sont un peu bizarres. Comment est-ce qu'on peut avoir une carte T d'un côté, avoir le droit de bosser,
mais en même temps pas dans un autre truc, ça je comprends pas. Mais bon. Ben, en fait, ce que la CCI m'a dit, On a perdu Sylvain. Sylvain. Il est là. Non, il y a l'image de Sylvain a disparu. Et voilà. Ah bah voilà Sylvain. C'est vous Sylvain? Bon, alors on a l'image mais on n'a pas le son Sylvain. Ah, faut mettre le micro. Faut mettre le micro, Sylvain, parce qu'il n'est pas là. c'est bon? Ouais, c'est bon là, on vous Super. entend. Bon, impeccable. Bravo. Ouais, donc voilà, donc du coup, ben oui, je suis un peu dans une impasse parce que la CCI m'a répondu qu'à l'époque, la préfecture n'aurait pas dû me délivrer ma carte T. Donc, je l'ai, donc tant mieux, je l'ai, mais je suis cloisonné dans dans ma société et dans la transaction. Je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas développer, je ne peux rien faire. Je pense que Pierre, il va trouver une solution là, parce qu'on ne peut pas laisser des cas de figure comme ça. On a vraiment l'impression qu'on est sur un casus belli et on a l'impression que tu as quand même beaucoup à la fois d'expérience professionnelle et puis un parcours académique qui te donnerait toutes les lettres de noblesse. Je pense qu'il va nous résoudre tout ça, notre ami Pierre. C'est Moi, pour ça qu'il est la là. problématique aussi, c'est le temps, parce que j'ai été conseiller, je suis allé voir des gens à Nantes, mais alors, j'ai participé à des webinaires comme ça, mais on ne pouvait pas échanger. J'ai déposé un dossier en ligne avec mes compétences, parce que j'ai aussi des copains qui étaient dans ce cas-là, donc ils ont passé aussi des VAE pour valider leur acquis et ils ont obtenu cette carte T. Lui était dans banque assurance comme moi, initialement. Donc, il l'a eu. Moi, j'ai eu un dossier qui a été refusé directement. Bon, à un moment de temps, c'est vrai que je n'ai pas que ça à faire non plus. J'ai aussi d'autres entreprises à gérer parce que je n'ai pas que cette structure d'agence immobilière. Donc, c'est pour ça. Mes autres questions, c'était le temps de la formation, parce que à une époque, j'ai pu retourner 2 ans sur le banc de l'école, mais aujourd'hui, c'est pas possible, ça. Alors, il faut quand même construire un dossier d'une 50aine de pages, entre 50 et 80 pages, si je dis pas de bêtises, et suivre une formation avec un tutorat qui vous permet, pas seulement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, de faire la synthèse de votre activité passée, mais surtout de vous inscrire dans un projet. Donc, vous qui avez plein d'activités professionnelles, profitez-en pour inscrire un projet qui vous tient à cœur, hein, dans la VE. Et là, on est pile poil. Voilà, vous faites d'une pierre deux coups. À la fois, vous bossez sur votre projet professionnel et en même temps, vous faites votre VE. Elle est pas belle, la vie? Écoutez, si c'est si simple que ça, moi, ça me va bien. Hein. Non, et ça se fait pas en intraveineuse, hein, il y a du boulot. Mais bon, ça vaut la peine. Bon, merci en tout cas, Sylvain, pour cette intervention très, très intéressante. Est-ce qu'on a d'autres personnes Est-ce que tu as identifié d'autres personnes, ma chère Nathalie? Oui, Oliver, j'ai encore une question de Greg qui souhaiterait connaître le coût de la VAE pour un bachelor pour obtenir la carte T. Alors, le coût de la VAE, je vais vous donner un prix grosso modo, hein, c'est entre 5 et 6 000 euros de mémoire. Ça dépend complètement des établissements auxquels vous candidatez. Donc voilà, je vous ai donné une fourchette. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, c'est pareil que pour Sylvain. Je vous mettrai en rapport avec la personne qui chez nous est l'expert SVE dans l'immobilier, qui non seulement vous donnera toutes les conditions de recevabilité du dossier et vous dira combien ça coûte et si on peut avoir des financements, comment, etc. Parce qu'il y a aussi, on peut aussi mobiliser une partie de vos droits à la formation pour financer la VE. Donc, c'est-à-dire que tu sais à peu près. Ça dépend combien vous avez. Non, mais disons si on a le montant exact, est-ce qu'on peut tout financer avec c'est ça ma question. Je pense que oui, il faut vérifier avec nos services. Encore une fois, je ne m'occupe pas de la partie administrative. Hein, donc là, c'est pas que j'ai envie de botter en touche, c'est que c'est pas mon quotidien. Moi, je m'occupe de la partie managériale et comme tu l'as souligné tout à l'heure, je suis aussi coach et prof. Donc, a priori, c'est bon. Donc, avec un budget de ce type, ça vaut la peine parce que si vous faites une formation continue pour avoir un master, par exemple, on a des programmes entre 18 et 25 000 euros. C'est beaucoup moins cher de passer par la VE. Il n'y a pas photo. Et ça dure beaucoup moins de temps. Voilà. Vous n'avez pas perdu votre temps ce soir avec les bons conseils de l'ami Pierre. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Plus de questions. Merci.
Oui, oui. J'entends pas, pardon? Je disais qu'a priori, il n'y a plus de questions. Merci. Super, 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 c'est gentil, merci. Moi j'ai des questions qui me tarabustent un peu l'esprit. C'est comprendre un petit peu le retour, parce que toi, il y a un moment que tu traînes tes guêtres dans le milieu de la formation. Alors, t'as fait différents types de formations, mais ça reste qu'à chaque fois des transformations de vie. Tu as parlé du MBA. C'est vrai que j'en ai fait un aussi, donc je vois à peu près ce que ça peut représenter en transformation de vie. La VAE, tu l'as bien dit, c'est aussi une transformation, c'est un vrai projet perso et pro. Qu'est-ce qui sont, selon toi, les red flags, vraiment les éléments qu'il faut avoir en tête pour se dire, bah, non, c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller, ou au contraire, quels sont les éléments qui disent, ah oui, là, tu sais qu'il y a, tu parlais des FCS, des facteurs clés de succès, qu'est-ce qu'il a avec ces éléments-là? Tu sais que la personne qui candidate, non seulement elle va cartonner chez toi dans ton école, mais après, tu vas la revoir 5 ou 10 ans après. Et voilà, elle a juste changé de vie, elle a la banane et voilà. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme élément là-dessus, s'il te plaît, Pierre? Les red flags, c'est ne pas vouloir prendre du recul sur sa propre expérience. On n'a pas envie de faire ça. Si on n'a pas envie de formaliser son savoir, ses connaissances, oubliez. Hein? Il y a une grosse partie qui est écriture, c'est ça? allergique à toute forme d'écriture et structuration de ses idées. Faut pas qu'il fasse une VE. Oui, il faut quand même avoir la capacité de synthétiser son parcours. Alors bon, aujourd'hui, dans le cadre de la VE, il y a un tutorat, les gens se font aider, on leur dit comment structurer leur approche, quel plan développer, etc. Hein, comment illustrer aussi le parcours, parce que si c'est que du texte et qu'il n'y a pas de schéma ou de synthèse, ça va pas. Donc, ils sont accompagnés pour ça. Mais il faut quand même avoir envie de prendre du recul sur son passé, sur tout ce qu'on a vécu professionnellement pour le formaliser. Voilà. Donc ça, c'est si je devais prendre une comparaison avec justement un domaine du management, c'est un peu du knowledge management. Autrement dit, on formalise un savoir, on l'écrit, on le structure. Dans la recherche académique, alors tu as dit que j'étais un représentant du monde académique, pas tout à fait, parce que j'ai jamais publié, moi, d'article académique, donc je suis un vilain petit canard, même si j'ai un doctorat. Dans la recherche académique, il y a deux méthodes. Tu pars de la théorie, et ça, c'est la méthode hypothético-déductive, donc tu vas faire mal au crâne à tous nos amis qui veulent faire une VAE et qui n'ont pas fait un bac+5 avant, ou une grande école. Par contre, il y a un truc qui est simple, c'est partir de la réalité du terrain. C'est ce qu'on appelle la méthode inductive. Donc, je pars du réel pour le transformer en connaissance, en méthodologie. Et là, c'est beaucoup plus digeste pour les gens qui n'ont pas justement la veine académique et un parcours académique, qui n'ont pas un bac+5 ou un bac+8. Donc, la VE, c'est un peu ça. Je pars du réel et je le transforme en méthode, en connaissance acquise. Je structure ma pensée et je suis capable de faire justement du knowledge management. J'apprends sur ce que j'ai vécu en tant que praticien. C'est super intéressant cet aspect empirique et j'allais dire bottom-up, un petit peu en partant de vraiment ce qu'on vit au quotidien. Je pense que quand on a déjà bossé et quand on veut se remettre aux études, il faut avoir cette méthode à l'esprit. Je pense que c'est une des conditions aussi pour que ça fonctionne. Et j'irai un petit peu plus loin parce qu'aujourd'hui, on parle quand même un tout petit peu d'intelligence artificielle. Et moi, je candidate demain et je dis, ben voilà, je veux venir chez notre ami Pierre. Ça m'intéresse. J'ai bossé pendant 5 ans, j'ai fait de l'IMO, mais je veux passer à un stade ultime. Je voudrais bien avoir ma carte S, T, G, que sais-je encore. Et je dis à Pierre, carte sur table, votre projet m'intéresse, mais j'aime beaucoup aussi Perplexity. Comment on va pouvoir réconcilier les deux, mon cher Pierre? Perplexity, j'adore, je m'en sers tous les jours et je fais y compris, et je le dis, alors là, il y a peut-être d'autres de mes clients qui vont entendre ce que je raconte, je m'en sers aussi pour écrire des choses pour mon business et pour mes clients. Mais toute la difficulté de Perplexity, comme toutes les IA génératives, c'est qu'il faut déjà être expert dans son domaine pour poser des questions qui ne soient pas idiotes à l'intelligence artificielle, être capable de voir si la réponse elle est complètement à côté de la plaque ou pas, parce que l'hallucination, ça marche aussi pour les IA, notamment ChatGPT. Et ce qui est bien avec Perplexity que tu cites, c'est qu'elle est multi-sourcée. Oui. Pardon? Oui, elle est sourcée, oui. Elle est multi-sourcée et pas qu'avec ChatGPT, il y a d'autres moteurs.
Donc déjà, quand tu as plusieurs moteurs, tu as moins de chances d'avoir des hallucinations. Moi, je m'amuse à faire des prompts qui font entre 5 et 15 lignes. Et je corrige et je rentre dans une sorte de dialogue avec la machine jusqu'à ce que j'ai un truc qui me serve. Et en gros, ça me sert à quoi? Ça me sert, quand je fais un travail préparatoire pour un rendez-vous, par exemple, à ne rien oublier. C'est-à-dire que je briefe la machine, je dis je veux qu'il y ait ça, ça, ça et ça comme point. Et la machine va trouver des choses auxquelles j'aurais peut-être pas pensé tout de suite. Et donc, je vais avoir ma checklist et je vais être béton sur les objectifs. J'aurai ma liste de choses à ne pas oublier. Mais ça ne réfléchit pas à ma place. Donc voilà, ça aide à structurer, ça aide à ne pas oublier des choses. Et quand on fait une VAE et qu'on n'a pas l'habitude d'écrire et structurer, si justement on est formé, qu'on a un bon tuteur, il va logiquement vous apprendre à utiliser ce type d'outil. C'est pas du tout incompatible avec la réflexion. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, je pense que ça cadre tout à fait. Je pense que le mieux est l'ennemi du bien et dans cette grande révolution qu'on est en train de vivre, je pense que voilà, il faut. Moi, je retiens quand même le côté analytique et la prise de recul. Tu l'as déjà mentionné dans une démarche d'apprentissage, mais elle est encore plus vraie avec ChatGPT ou Perplexity. Ce recul et ce côté, comment on peut évaluer? Tu parlais d'hallucination, c'est super intéressant. Je disais le bouquin de Lucas là sur l'ancien patron de la recherche chez Samsung. Il parlait beaucoup d'hallucination, justement. L'IA n'existe pas et il disait que il faut vraiment prendre du recul. Il faut pas tout prendre pour argent comptant. Ce que vous mettez dedans, c'est ce que vous allez avoir à l'arrivée. Alors ils vont faire plein de choses belles et variées, hein, mais si vous mettez garbage in, garbage out. Donc voilà, faut être très très vigilant. Mais c'est non, mais j'en doutais pas que tu maîtrises bien Perplexity. Alors, il y en a pas mal. Je dois aussi le dire que Perplexity, je vois que dans l'Assemblée, il y a un dénommé, j'ai vu, il y avait Didier Moranval-Vincent. Lui, je crois qu'il utilise aussi pas mal Perplexity. Il y en a d'autres, hein, mais n'hésitez pas à vous familiariser avec ces outils. Je pense que le monde de la formation je sais pas, c'est un sujet un petit peu connexe à ce qu'on discute aujourd'hui, mais je voulais voilà avoir vraiment ton sentiment à toi, Pierre, parce que toi, tu es sur le terrain de la formation, tu y es depuis longtemps et je sais pas, le niveau, le niveau de changement, il est juste en termes de ce qui nous attend. Je sais pas comment tu vois les choses, mais ça déborde un peu notre sujet, mais ça va être lié à tes étudiants quand même. Moi, je réponds rapidement là-dessus parce que tu ouvres la porte. Là, ça fait depuis la dernière guerre que l'IA est née avec Alan Turing et la machine Turing, ouais. Enigma. Il y a un excellent film à voir qui s'appelle Imitation Game, que tu as dû voir. Yes. Et moi, ça fait 15 ans, notamment à l'ESSEC, que je travaillais sur des techniques d'IA qui permettent de faire de la génération de langage intelligent à la base de data, de données, donc de chiffres, avec une boîte qui s'appelait Iseop, notamment, qui est une très belle start-up française, qui était bien en avance sur tout le monde depuis 15 ans. Hein. C'était l'année 2010, 12, par là. J'accompagne beaucoup de startups qui font de l'IA générative et du speech analytics, des gens comme Fan Voice sur les communautés, Bad Voice sur le speech analytics, et j'en oublie beaucoup. Donc pour moi, l'IA, c'est comme le turbo dans les années 80. Renault notamment avait mis les turbos sur des Renault 5. C'est une aide, mais c'est pas une fin en soi. C'est un outil, c'est tout. La vraie difficulté, ça va être de rester intelligent par rapport à la capacité de calcul qui est purement mécanique de ces outils d'IA. Si je suis complètement dépendant de l'IA, que je ne réfléchis plus, que je ne lis plus, que je ne suis pas capable de structurer ma pensée, là, je suis mal barré. Par contre, si j'évolue, si j'apprends à m'en servir, à m'en méfier, si je connais les limites de l'IA, je vais finir par être moins bête et ça me servira de turbo. Donc, je vais gagner du temps. Mais c'est quand même moi qui pilote en tant qu'être humain. C'est pas l'IA. L'IA, c'est à mon service, comme le turbo dans la voiture des années 80. Est-ce que je suis clair là-dessus? C'est bien. Merci de remettre l'église au centre du village parce que des fois, on entend beaucoup de choses et c'est vrai que même si c'est magique, voilà, il faut être capable quand même d'avoir ce discernement, d'avoir ce recul dont tu parlais tout à l'heure pour peut-être mieux travailler main dans la main. Et je crois qu'on doit aussi se concentrer sur les tâches répétitives. C'est là où il y a un gain de temps énorme. Voilà, tu parlais de l'administratif. Allez, on va rêver une belle IA qui gère tout l'administratif. Ça serait pas mal pour tout un chacun. Je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Mais plus sérieusement, je pense qu'on aura toujours quelque chose à
à apporter, mais sur l'administratif ou sur les tâches un peu plus ingrates, c'est vrai que c'est bien de pouvoir être entouré. Je veux revenir à notre sujet et je voudrais quand même, pour conclure, comprendre de ton côté, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer à faire ça? Pourquoi on sent, quand on discute avec toi, tu as pris ce rôle à l'ISTEC. Voilà, c'est une école qui a une histoire. Vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle page de l'ISTEC. On sent que, je sais pas, tu fais ça avec beaucoup d'entrain. Tu as dû voir passer un paquet d'étudiants quand même à l'ESSEC et puis là maintenant à l'ISSEC, enfin dans des différentes écoles. Ça peut être aussi, voilà, c'est éreintant parfois de les coacher parce que c'est vrai qu'ils demandent beaucoup, ils sont certainement très exigeants. Qu'est-ce qui, toi, dans tes parcours, et on revient à la VAE, voilà, qu'est-ce qui te permet d'avoir la flamme? Qu'est-ce qui te permet de te dire, je suis super content d'avoir fait ça parce que j'ai eu un impact. Tu as un ou deux exemples de gens qui ont fait des choses assez magiques, hein. On est tous héros de notre propre vie, mais peut-être que toi, tu en as vu passer quelques-uns qui pourraient être intéressants à nommer. Quand tu fais de l'accompagnement de personnes sur des choses qui impactent leur vie, et que ça marche, et que les gens sont contents, et que les gens ont une évolution dans leur parcours professionnel, c'est une joie importante et ça donne du sens à ton boulot quand tu accompagnes les gens. Et c'est même pas une question de combien tu gagnes par rapport à ça, c'est voir que les personnes peuvent se réaliser parce qu'on leur a donné les bons outils, on les a écoutés, on les a considérés, on leur a donné envie d'aller jusqu'au bout aussi, parce que c'est parfois des process assez longs. Donc moi, je trouve c'est chouette, ça me fait vivre. Voilà, je sais pas comment dire ça. C'est un de mes amis qui s'appelle Maurice Thévenet, grand professeur de ressources humaines à l'ESSEC, a écrit un merveilleux bouquin que je vous conseille, qui s'appelle Le plaisir de travailler. Voilà, ça résume assez bien ce que je trouve. Et tu aurais des exemples, quelque chose de quelqu'un qui t'a un peu soufflé, quoi, voilà, je sais pas, Alors, tu t'y pensais ça pas tombe et bien. qui s'est révélé ou enfin des choses qui t'ont surpris parce que je pense que être prof, c'est aussi se laisser surprendre par les élèves quelque part, non? Ça tombe très très bien ce que tu me dis, parce que demain, j'organise, j'en fais 4 ou 5 dans les semaines qui viennent, un dîner-débat sur les communautés digitales et l'innovation participative. J'ai 3 invités, et parmi les invités, j'ai une de mes anciennes élèves qui était dans une école qui dépend du groupe IGS à l'ICD, donc c'est pas l'ISTEC, hein, c'était il y a… Tu as bossé à l'ICD toi aussi, tu as enseigné à Oui, tout à l'ICD. fait. C'est là où j'étais doctorant. Ah, d'accord. Doctorant, Max Zaret, ça te parle? Max Zaret, ça te parle? non, mais c'est pas grave. Et donc, je reviens à l'exemple de cette personne qui m'a marqué, parce que c'est maintenant une amie, et puis je la fais intervenir régulièrement. J'ai une jeune étudiante qui est venue me voir, qui s'appelle Sépidé. C'est son prénom, c'est un prénom perse. Et elle est venue me voir en disant, Monsieur Morgat, voilà, je suis en dernière année, Bac+5 à l'ICD. Je fais un mémoire sur l'optimisation du taux de conversion sur landing page d'un site d'e-commerce. Et je lui dis, avec ça, c'est idée, vous allez cartonner, on va s'arracher votre CV, vous allez avoir une carrière merveilleuse. C'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a fait un boulot, mais digne d'une thèse de doctorat, avec des outils de perception sensorielle, avec des casques pour voir comment les gens percevaient le parcours de l'œil dans un site d'e-commerce, c'était l'eye tracking avec un monsieur qui est ensuite allé à Berkeley dès qu'il a eu son PhD, que je salue d'ailleurs, Frédéric Verlet, un des petits camarades, et maintenant il est à UCLA, toujours en Californie. Donc Cépidé, elle a fait ça, elle a eu 19,5 sur 20 avec un jury très dur, 19,5 sur 20, et effectivement, elle a eu une carrière exemplaire, et je la fais intervenir de m'asseoir à un dîner débat avec des pontes de la relation client. Voilà. Super, bravo. Écoute, Bel merci. exemple. Ouais, c'est génial de nous inspirer. On sent que c'est quand même ton domaine. Tu n'es pas tombé dans l'information par hasard. On sent que ça te parle. Allez voir les bouquins. Il a beaucoup publié, notre ami. Quand on fait un doctorat, il y a cet adage publish or perish. N'hésitez pas à regarder parce que c'est très, très riche et vous allez apprendre plein de choses, notamment sur la relation client, mais pas que. Et puis, n'hésitez pas à contacter surtout Pierre. Voilà, vous pouvez trouver ses coordonnées sur LinkedIn et puis allez vous rendre à l'ISTEC. Quand vous entendez parler de gens qui souhaitent se réinventer dans l'IMO, je pense que c'est certainement une porte où il faut aller frapper, les amis. Je vous remercie infiniment. Pierre, ça a été un plaisir de préparer cette émission avec toi. Nathalie, merci
beaucoup pour ton temps et pour ta première apparition, voilà, de main de maître, évidemment. Et puis, Merci. Nathalie, qui a la chance d'être dans le sud, voilà, elle a du soleil, non, je rigole. Mais avec plaisir, en tout cas, on va réitérer, les amis, parce qu'on a une superbe session pour le 4 décembre. On va avoir 2 sessions en décembre. On aura les secrets pour être incontournable sur Canva, avec une spécialiste notamment qui va nous parler de l'IA dans Canva, mais pas que. Et puis, on aura pour tous les pros du commerce, juste avant Noël, on aura donc une session spéciale « Estimer mon commerce » avec le créateur de cette fabuleuse application. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très, très belle soirée et je vous dis à très vite. Soyez sages, les amis. Ciao, ciao. Merci.